Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une énorme vidéo car aujourd'hui on a plusieurs sujets à aborder. Donc bien entendu le week-end dernier j'étais à Cardiff pour Clash at the Castle et j'aimerais vous raconter mon expérience et vous passer quelques extraits de mon voyage. À côté de ça je vais également vous donner les faits marquants du SmackDown avant Clash at the Castle. Puis à la fin de la vidéo on reviendra sur les faits marquants de NXT Worlds Collide qui avait eu lieu hier soir. Et également sur les faits marquants de AEW All Out. Car il y a eu un énorme retour du côté de la AEW hier soir, et également des embrouilles suite à la conférence de presse et suite aux propos de CM Punk. Et donc dans cette vidéo, je vais surtout vous résumer les informations, mais pour info, on se retrouve également ce soir vers 21 h sur Twitch, et là on fera un énorme débrief, et derrière le replay sera disponible sur Twitch gratuitement, donc vous pourrez tous le checker. Donc c'est parti, on démarre avec les résultats rapides de SmackDown, et d'abord il faut savoir que les Viking Raiders ont battu le New Day dans un Viking Rules match, et en gros c'était un no DQ match, un match sans aucune règle. Ensuite on a eu le premier match de Karrion Kross depuis son retour à la WWE, et Karrion Kross a facilement battu Drew Gulak en moins de 2 minutes avec son cross jacket. Puis on a eu un gros segment avec Ronda Rousey et Adam Pearce, et pour info la suspension de Ronda Rousey a été levée, mais derrière Adam Pearce a pété un câble contre Ronda Rousey, il en a marre d'elle donc il l'a traité de bitch. Et derrière, Ronda Rousey a détruit Adam Pearce. Puis nous avons Hydro, Top Dollar et Ashanti The Adonis qui ont battu les Maximum Male Models, Mace et Mansour. Et après le match, on a eu une grosse bagarre avec les Maximum Male Models et Los Lotarios contre Hydro. Mais les Street Profits sont venus sauver Hydro. Puis nous avons Happy Corbin qui n'arrête pas de perdre. Et vendredi dernier, il a enchaîné avec une nouvelle défaite contre Nakamura en moins de 3 minutes. Donc actuellement Corbin est réellement au fond du trou. Mais pour info, après son match, on retrouve Corbin en coulisses. Et là, il y a une limousine qui passe devant lui avec des cornes sur le capot. Donc on dirait que c'est la limousine de JBL. La fenêtre se baisse et on entend une voix qui demande à Corbin « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi est-ce que tu es comme ça ?» Et là, Corbin sourit et il rentre dans la limousine, mais du coup, on ne sait pas qui il a rejoint. Derrière, on a Butch qui a battu Ludwig Kaiser, et on a eu une nouvelle confrontation entre Sheamus et Gunther. Puis lors du main event, on devait avoir la célébration de Roman Reigns, qui a passé les 700 jours en tant que champion universel. Donc on a les Usos et Sami Zayn qui sont venus dans le ring pour accueillir Roman Reigns. Mais une fois que la caméra nous montre Roman Reigns en coulisses, il se fait attaquer par McIntyre. Donc à la fin de SmackDown, McIntyre a gâché la fête. Il a attaqué Roman Reigns, puis il a également détruit les autres membres de la Bloodline, les Usos et Sami Zayn. Donc clairement, lors de SmackDown, la WWE a tout fait encore une fois pour nous faire croire que McIntyre a réellement une chance de battre Reigns lors de Clash at the Castle. Et donc de mon côté, vendredi, c'était le départ vers Cardiff avec Dimitri et Ishtu de Wrestling Clinic, ainsi qu'une dizaine d'abonnés de Wrestling Clinic, et vraiment merci à toute l'équipe, car ils étaient tous géniaux, on a passé un énorme week-end. Maintenant, le seul truc négatif par rapport à Cardiff, c'est que par exemple de Strasbourg, le trajet est assez long, c'est 10 heures aller, 10 heures retour. Et donc par exemple à l'aller, on a dû prendre 3 trains différents, et au retour c'était train, avion, train. Donc à la fin, t'es KO, mais c'est pour le catch, donc ça vaut le coup. Et donc directement, dès que tu arrives à Cardiff, tu sens le catch parce qu'il y avait des posters, des affiches partout. La WWE avait réellement envahi Cardiff pour tout le week-end. Et là, on a commencé à se balader dans la ville, et d'un coup, il y a certains fans qui ont aperçu Chad Gable, qui est en train de faire des courses. Mais du coup, personnellement, je n'ai pas osé le déranger, mais quelques mètres plus tard, d'un coup, nous avons Ludwig Kaiser. Et là, j'ai pu prendre une petite photo avec Ludwig Kaiser qui était réellement très sympa. Et pour info, il faut également savoir qu'après Clash at the Castle, on a à nouveau croisé Ludwig Kaiser qui se baladait dans la ville avec Butch, Ridge Holland et également Giovanni Vinci. Et un peu plus loin, on a vu Gunther qui était avec sa compagne Ginny Couture en train de faire des courses. Donc c'est également ça ce qui est marrant lors des ambiances de pay-per-view, c'est que tu as des fans partout, mais tu peux également croiser des superstars littéralement dans la rue. Et donc samedi, c'était le grand jour, donc on s'est un petit peu baladé dans la ville. Et là, encore une fois, la ville était envahie par les fans. Tu avais des fans avec des t-shirts de catch partout. Et là, je me suis fait une petite remarque, car il y avait énormément de t-shirts Roman Reigns, Bloodline, Seth Rollins, Randy Orton, Riddle, ou encore Steve Austin et la NWO. Mais par contre, il y avait très peu de merchandising Drew McIntyre. Du coup, je me suis demandé si les fans allaient réellement soutenir Drew McIntyre lors de Clash at the Castle, ou si ça allait être 50-50 avec Roman Reigns. Pour info, ça n'a pas du tout été 50-50, la foule était totalement derrière McIntyre. Et donc on s'est dirigé vers le Principality Stadium aux alentours de 16 h, car le kick-off démarrait à 17 h heure locale, et le pay-per-view démarrait à 18 h. Et là vraiment tu sentais une ambiance de WrestleMania,
tu avais des dizaines de milliers de fans de catch autour de l'arène. Et donc ça gueulait dans tous les sens, tu avais des yes, tu avais des wouh, tu avais même un fan qui se baladait avec une chaise et qui proposait à d'autres fans de leur mettre des coups de chaise. Et là nous avons le bon vieux Kevin de notre groupe qui a accepté de se prendre un coup de chaise en pleine tête. Puis tu entres dans le stade et perso c'est toujours à ce moment-là que je réalise que je suis à un pay-per-view WWE, mais en plus un pay-per-view énorme avec plus de 60 000 personnes. Donc là on va à nos places, pour info j'étais à côté de Ishtu et de Dimitri, et on était dans les premiers gradins, donc juste au-dessus du sol, et juste au niveau de l'entrée. Donc on voyait vraiment toutes les superstars arriver, on avait les explosions et la pyro, c'était vraiment génial, et on voyait vraiment très bien le ring, donc ça c'était super, on n'a même pas eu besoin de regarder les écrans pendant le show. Et donc le kick-off démarre à 17 h, et là petit changement, ces derniers mois nous n'avions plus de match lors des kick-offs, mais là on a eu le droit à un 3 contre 3, avec les Street Profits et Madcap Moss contre la Alpha Academy et Austin Theory. Ce sont les faces qui ont remporté le match, donc les Street Profits et Madcap Moss. Mais je pense que l'objectif de ce match, c'était surtout nous faire comprendre que Theory est bien présent, donc Theory peut potentiellement encaisser lors du main event. Et derrière, on enchaîne avec la carte principale et le show a démarré avec le 3 contre 3 féminin, avec Damage Control, Bayley, Io Sky et Dakota Kai contre Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss. Et à partir de ce moment-là, on pouvait directement comprendre que le public était totalement fou, car bien entendu, le public a chanté pendant tout le match, et ils ont notamment chanté pour Bayley pendant tout le match. Donc vraiment, l'ambiance était folle, et c'est resté comme ça pendant 3 heures. Et évidemment, ça aurait été trop dommage de faire perdre le nouveau clan de Bayley, car elles sont actuellement en plein push. Donc au bout d'environ 20 minutes, Bianca Belair s'est pris plusieurs finishers, notamment le moonsault de Io Sky, et derrière, c'est Bayley qui a effectué le tombé sur la championne de Raw pour la victoire. Donc Damage Control remporte le match, et en plus Bayley effectue le tombé sur la championne. Donc j'imagine que Bayley va s'en vanter lors des prochaines semaines, et que ça pourra nous mener vers un Bayley contre Bianca pour le titre. Ensuite, la WWE nous montre que Tyson Fury est présent au premier rang afin d'assister à Clash at the Castle, puis on enchaîne avec le match pour le titre intercontinental, et d'un côté bien entendu on a Sheamus accompagné par Butch et Ridge Holland, et de l'autre côté, surprise, nous avons la réunion de Imperium, car Ludwig Kaiser nous présente Giovanni Vinci, l'ancien Fabian Eichner qui est de retour du côté de Imperium et qui fait ses débuts dans le roster principal. Et derrière, nous avons l'entrée de Gunther et on a eu le match qu'on attendait. Deux monstres qui se sont démolis, qui se sont mis des patates, des coups d'avant-bras et des atémies, des chops de malade. Ce qui fait qu'à la fin, les deux n'avaient plus de poitrine, ils n'avaient plus de dos, ils étaient cassés de partout. Sheamus était tout rouge, Gunther également, mais on a adoré. Et ce qui était magnifique à voir, c'est l'accueil que Sheamus a reçu, car honnêtement, Sheamus est une top superstar, mais qui est plus utilisé dans le mid-card depuis plusieurs années, alors que clairement, il pourrait être un main eventer. Et à Cardiff, il a été traité comme une méga star. Il y avait même un moment où il s'est levé et il a commencé à regarder la foule. Et littéralement, les gens se sont levés en suivant le regard de Sheamus. Sheamus avait la foule dans la paume de sa main, il les contrôlait et tout le monde était derrière lui. Il a reçu l'une des meilleures réactions de la soirée. Et ce que j'ai également adoré avec ce match, c'est le finish, car à la fin, les deux catcheurs avaient tout tenté mais ils n'arrivaient pas à gagner. Donc là, Gunther nous a sorti une bonne vieille méga lariat pour la victoire. Derrière, nous avons la championne de SmackDown, Liv Morgan, qui a battu Shayna Baszler de manière clean avec son finisher, le Oblivion, en environ 11 minutes. Et personnellement, je dirais que c'était le match le moins marquant lors de Clash at the Castle. Le match était correct, mais il ne s'est rien passé de particulier, c'était simplement une bonne petite victoire pour Liv Morgan, afin de lui donner un petit peu plus de crédibilité. Puis on enchaîne avec l'une des plus grosses réactions de la soirée, car on avait un tag team match, avec d'un côté Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest, accompagnés par Rhea Ripley, et de l'autre côté on avait Rey Mysterio et Edge, accompagnés par Dominic. Et samedi soir à Cardiff, Edge était tout simplement Dieu. Edge a reçu un accueil qui était incroyable. Je n'ai potentiellement jamais entendu une pop aussi folle. Et c'était fou de voir à quel point
Edge, mais également Rey Mysterio étaient over auprès du public. On a deux mecs qui sont des stars depuis plus de 20 ans, et donc là ils sont arrivés à un niveau où c'est bon. Ils contrôlent parfaitement ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin de faire lors de leur match, et le public va kiffer quoi qu'il arrive, et le public va être de leur côté quoi qu'il arrive pendant tout le match. Donc c'était incroyable l'entrée de Edge, et vous savez qu'on adore tous son thème, donc c'était magnifique de voir ça une nouvelle fois en live. Edge qui pour info a fait son entrée avec un petit masque, et donc derrière on a eu un très bon match entre les deux équipes, avec au final une victoire des Face, Edge et Rey Mysterio qui ont remporté le match. Mais après le match, on a eu le heel turn qu'on attendait tous, et Dominic a porté un low blow à Edge. Puis Dominic a même attaqué son papa Rey Mysterio sous les yeux de Judgment Day qui était mort de rire. Donc attention, c'est parti, dorénavant Dominic est heel. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il va réussir à développer sa personnalité. Puis on enchaîne avec le magnifique Seth Rollins contre Riddle. Un match où il y avait beaucoup de haine, beaucoup de tension. Ce qui fait qu'à la fin, Riddle est allé chercher une chaise pour frapper Rollins. Mais heureusement, Rollins l'a évité. Et derrière, Rollins a tenté de gagner le match avec un stomp. Mais ce n'était pas suffisant, donc au final, Rollins a porté un méga stomp à partir des cordes sur Riddle pour la victoire. Et je pense que ça fera vraiment plaisir aux fans de Rollins, car c'est vrai que Rollins enchaînait les défaites depuis plusieurs mois, mais là ce week-end il a vraiment obtenu une belle victoire, et donc clairement j'imagine que ça va vraiment le relancer, même si honnêtement ce n'est pas comme si Rollins était perdu ces derniers mois, car malgré les défaites il était toujours resté au top, mais maintenant en plus il a une belle victoire en pay-per-view. Par contre j'ai pas totalement l'impression que ce soit la fin de la rivalité entre Rollins et Riddle, donc affaire à suivre. Et donc on passe au main event, et comme les fans l'attendaient, la WWE a démarré avec l'ancien thème de Drew McIntyre, Broken Dreams, et ça a mené à une belle pop. Mais honnêtement, McIntyre n'a pas reçu la plus grosse pop de la soirée, je pense tout de même que c'était Edge. En tout cas, d'après ce que j'ai entendu sur place dans ma section et dans le stade, j'avais clairement l'impression que samedi soir, Edge a été la superstar la plus populaire. Mais par contre, ensuite, pendant le match, notamment au niveau des near falls et des tombées, le public explosait à chaque fois quand il pensait que McIntyre allait remporter le match. Et donc nous avons Drew McIntyre qui fait son entrée, puis derrière nous avons le chef tribal Roman Reigns qui fait également son entrée, mais je rappelle qu'il est tout seul, les Usos ne sont pas là. Par contre, petite remarque, je rappelle qu'au bord du ring, nous avons Tyson Fury d'un côté, et également Karrion Kross qui est présent avec Scarlett au premier rang. Et justement, au bout de quelques minutes, nous avons quelqu'un qui jette une bouteille d'eau sur Roman Reigns et Drew McIntyre, et donc là, nous, on a pensé que c'était un fan, mais en fait, c'était Karrion Kross qui provoquait McIntyre et qui l'a déconcentré pendant quelques instants. Et derrière, on a eu un bon match entre Reigns et McIntyre, mais personnellement, j'attendais quelque chose de plus, car là, au niveau du pay-per-view, on avait quasiment un NXT TakeOver mais version WWE. On a eu peu de matchs lors de la carte principale, 6 matchs. On a eu aucun segment, aucune promo ou interview en coulisses. Et donc Triple H s'est vraiment concentré sur le catch in-ring pendant le pay-per-view. Mais j'avais besoin de quelque chose en plus. Bien entendu, on adore voir de bons matchs, mais on a besoin d'un peu plus pour ressentir des émotions. Et c'est exactement ce que je souhaitais lors du main event. Je souhaitais vibrer, je souhaitais ressentir quelque chose, avoir des frissons. Et j'ai eu mon moment quand d'un coup, on a la musique de Theory qui retentit, alors que Roman Reigns et McIntyre se sont retrouvés KO dans le ring, après plusieurs finishers. Donc Theory court vers le ring avec un arbitre, et il veut cash in, il veut encaisser, mais avant de pouvoir encaisser, Theory se prend une énorme droite de la part de Tyson Fury. Et donc comme à SummerSlam, Theory se retrouve KO avant de pouvoir encaisser. Donc le match continue et McIntyre prend totalement l'avantage avec un spear et un nouveau Claymore Kick. Et là, on était tous persuadés qu'il allait gagner, car personne n'était là pour sauver Roman Reigns. Mais on avait oublié Solo Sikoa, le frère des Usos, le cousin de Roman Reigns, qui je le rappelle était à NXT ces derniers mois. Solo Sikoa est sorti de nulle part, il a brisé le tombé, il a sauvé le chef tribal, et derrière ça a permis à Roman Reigns de reprendre l'avantage, puis de porter un spear pour la victoire. Donc Roman Reigns conserve à nouveau. Encore une fois, il a triché, encore une fois, il a eu besoin d'aide et il a été sauvé par un membre de sa famille. C'est détestable, j'imagine que vous n'en pouvez plus. Mais personnellement, j'ai aimé, j'ai adoré, car oui, on a cru à la victoire de McIntyre,
Mais honnêtement, au final, et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, avec tous les fans qui étaient présents à Clash of the Castle avec nous, on a tous discuté après le show et on en est un petit peu tous venus à la même conclusion. C'est que Roman Reigns est au-dessus du game. Roman Reigns est une méga superstar. Roman Reigns est la plus grande superstar de la planète à l'heure actuelle. Il a une aura incroyable, il a un charisme incroyable, une présence inégalable. Personne n'est à son niveau au sein de la WWE. Et pourtant, mettez McIntyre à côté de lui. Ils ont quasiment le même physique, quasiment le même look. Mais quand vous les mettez côte à côte, il y a une différence au niveau de l'aura qui se dégage. Roman Reigns est trop bon à l'heure actuelle. Et donc moi, personnellement, j'accepte qu'on laisse le titre à Roman Reigns. Et je me dis qu'il va même peut-être garder le titre encore très longtemps. Maintenant, je comprends totalement que certaines personnes n'en peuvent plus du fait qu'il conserve le titre, qu'il ait les 2 titres en plus alors qu'il est part-timer dorénavant. Je sais que beaucoup de fans sont un petit peu frustrés par rapport à ça. Mais honnêtement, les gars, ce type est au-dessus du game. Ce type est actuellement incroyable. Et quand on est jeune, on entend toujours parler de Hulk Hogan, de Bruno Sammartino, de Bob Backlund, qui ont eu des règnes qui ont duré des centaines de jours, voire des milliers de jours. Et là, on est un petit peu en train de vivre ce genre de règne légendaire avec Roman Reigns. Un règne dont on reparlera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc personnellement, la victoire de Roman Reigns me va totalement. Et à côté de ça, je suis très heureux de voir que Solo Sikoa a enfin rejoint la Bloodline. Et j'imagine que ça va mener à des moments très marrants entre Solo Sikoa et Sami Zayn, car Sami Zayn ne va pas apprécier que quelqu'un d'autre vienne prendre une place au sein de la Bloodline, alors que c'est ce qu'il tente de faire depuis des semaines. Mais par contre, je dois avouer que j'ai trouvé la fin du show un petit peu chelou, car là on a Tyson Fury qui monte sur le ring, et il serre la main de Roman Reigns, donc ça déjà j'ai pas trop compris pourquoi. Puis derrière, Tyson Fury a aidé Drew McIntyre à se lever, et alors que McIntyre devrait être méga déçu car il vient de perdre le plus gros match de sa carrière, littéralement, au final le show s'est conclu avec McIntyre et Tyson Fury qui ont chanté. Donc bon, je comprends totalement le fait qu'en fait la WWE voulait terminer sur un moment feel good, il voulait terminer sur un moment positif pour faire plaisir au public de Cardiff, mais j'ai tout de même trouvé ce délire un petit peu bizarre. Donc ça, c'était la partie Clash at the Castle, et comme je vous l'ai dit, je vous donnerai encore plus de détails sur Twitch, on passera plus de temps ensemble, mais là je dois avancer avec NXT Worlds Collide et AEW All Out, car on a quelques infos très importantes. D'abord, du côté de NXT Worlds Collide, hier soir on avait plusieurs titres qui étaient fusionnés suite à la fin de NXT UK. Du coup, pour info, hier soir, Pretty Deadly ont remporté les titres par équipe NXT et NXT UK, donc ils sont dorénavant les champions par équipe unifiés de NXT. Et nous avons également Mandy Rose qui a battu Meiko Satomura et Blair Davenport pour devenir la championne NXT unifiée. Et Bron Breakker qui a battu Tyler Bate pour devenir le champion NXT unifié. Donc on peut dire qu'hier soir, NXT a dominé NXT UK. Et je rappelle pour info que du coup c'est la fin de NXT UK qui part en pause. Et l'année prochaine, en 2023, à la place, nous aurons le lancement de NXT Europe. Et donc on passe à AEW All Out. Et j'aimerais juste revenir sur le premier et le dernier match de la carte principale. Car au début, on avait le Casino Ladder Match. Et je rappelle que le vainqueur obtient une opportunité au titre mondial AEW. Et donc pendant le match, on a un Joker. Et justement, pendant le match, d'un coup, on a eu une invasion avec des catcheurs masqués qui ont attaqué tous les participants du ladder match. Et derrière, ces catcheurs masqués ont enlevé leur masque. Et en fait, c'était Stokely Hathaway et son clan. Ils ont décroché le petit jeton. Et derrière, nous avons un autre catcheur avec une sorte de masque de diable qui a fait son entrée. Et Stokely Hathaway lui a donné le jeton. Donc ce catcheur masqué remporte le Casino Ladder Match. Mais il refuse de se démasquer. Du coup, on ne sait pas qui c'est. Mais on avait une petite idée. Et donc ensuite, à la fin du show, lors du main event, nous avons CM Punk qui a battu Jon Moxley afin de récupérer le titre de champion du monde AEW dans un bon match d'environ 20 minutes. Mais après le match, d'un coup, nous avons un message qui est diffusé dans le stade et on entend qu'en fait, c'est un message qui a été enregistré où Tony Khan appelle quelqu'un et il lui demande de venir à All Out. Tony Khan est prêt à le payer très cher pour qu'il apparaisse lors de All Out. Et Tony Khan dit qu'il veut oublier le passé, il est prêt à faire des sacrifices pour que cette superstar soit présente. Et là, nous avons ce catcheur avec le masque de diable qui apparaît à l'écran. Il enlève son masque, il met son écharpe, et c'était bien MJF. MJF qui a effectué son retour hier soir à la AEW, et il nous a clairement fait comprendre qu'il vise une chose, le titre de CM Punk. Et grâce à sa victoire lors du Casino Ladder Match, il aura un match prochainement face à Punk pour le titre AEW.
Et la pop qu'a reçue MJF hier soir était incroyable et honnêtement, j'ai senti quelque chose. J'ai senti qu'il se passait quelque chose hier soir à la fin du main event et que potentiellement ça peut vraiment relancer la AEW. Par contre, petite précision, après le pay-per-view, il y a eu une conférence de presse où CM Punk était assez vénère et il s'est lâché contre Colt Cabana, contre Hangman Page et contre The Elite, c'est-à-dire Kenny Omega et les Young Bucks. Et à la base, je pensais que c'était un work, mais apparemment, d'après Fightful et également d'après des journalistes américains comme John Alba, qui sont des gens très sérieux et qui étaient présents à la conférence de presse, et ben apparemment, d'après eux, ce n'était pas du tout un work. Et il y a même des rumeurs comme quoi, après cette conférence, il y aurait eu une confrontation en coulisses entre CM Punk et les Young Bucks et Kenny Omega. Et d'après les rumeurs, CM Punk aurait énormément de hits en coulisses suite à la conférence de presse. Donc là, j'attends vraiment d'avoir plus d'informations avant de vous confirmer quoi que ce soit. Mais comme je vous l'ai dit à la base, je pensais que c'était un work, mais tous les médias américains affirment que non. Donc là, ça commence vraiment à devenir tendu par rapport à CM Punk et les autres catcheurs en coulisses, si tout ceci est réel. Donc voilà, c'est tout pour cette méga review SmackDown, Clash at the Castle, NXT Worlds Collide et AEW All Out. On se retrouve sur Twitch pour encore plus d'informations, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!